Bonjour à vous. C'est la deuxième leçon en électricité qui concerne la puissance électrique. C'est un cours du troisième année collège fait par votre prof de physique, chimie, le prof Khaled. Bon, grand 1, notion de puissance électrique. On va commencer par l'expérience suivante. Bon, regardez ici, on a deux lampes, la lampe L1 et la lampe L2. Bon, c'est clair ici que la lampe L2 s'allume plus que la lampe L1. Pourquoi? Pourquoi l'intensité lumineuse des deux lampes est-elle différente sous la même tension? Bon, ici on voit bien que pour la lampe L1, on a ici 12 volts et 5 W. On verra c'est quoi W. Ici on a de même 12 volts et 21 W. Donc la différence entre les deux lampes, c'est ces deux valeurs, qui sont 5 W et 21 W. Donc c'est quoi ces deux valeurs? Qu'on verra ici en même temps. Donc, voilà, on a ici 12 volts, 5 watts pour la lampe L1 et 12 volts, 21 watts pour la deuxième. Donc, c'est W, c'est ce qu'on appelle watt. Donc, watt, c'est quoi? Bon, voilà la différence des deux signaux. 21 ici en W, on la lit watt. Et 5 W, c'est-à-dire 5 watts, enregistrés sur les deux lampes. Donc la différence entre ces deux lampes, c'est 5 watts et 21 watts. Mais les deux autres valeurs sont les mêmes, c'est-à-dire on a mis les deux lampes sous la même tension qui est 12 volts. Bon, 5 watts, qu'on a déjà dit, 5 watts représente la puissance électrique de la lampe L1. On écrit P, puisque la première lettre c'est P, c'est 5 watts. Deuxième, bon, 21 watts représente la puissance électrique de la lampe L2, c'est-à-dire P est égal 21 watts. Donc la différence entre les deux, c'est les deux valeurs 5 watts et 21 watts. C'est pourquoi ici, la lampe L2 brille plus que la lampe L1. Donc il a une puissance pour allumer plus grande que celle de la lampe L1. Bon, c'est pourquoi on dit que la lampe L2, la puissance est supérieure à la puissance de la lampe L1. Donc, maintenant, on peut donner une définition, pas seulement pour les deux lampes, parce qu'on pourra avoir, par exemple, deux réfrigérateurs, par exemple. Le réfrigérateur numéro 1 a 1000 watts et l'autre réfrigérateur numéro 2 a 2000 watts. Donc, le deuxième réfrigérateur a le pouvoir, a la puissance de refroidir mieux que le premier qui est le réfrigérateur 1. On pourra même parler de plusieurs appareils électriques où on peut faire la différence entre deux appareils qui portent des valeurs de puissance qui sont différentes. Donc la définition c'est: la puissance électrique est une grandeur physique qui caractérise la performance, c'est-à-dire le pouvoir, d'un appareil électrique par rapport à un autre. Bon, on peut parler de l'éclairage, du chauffage, du refroidissement. Donc ce sont des performances qui se manifestent par une valeur qui s'appelle la puissance électrique. Donc c'est une définition à apprendre. Si vous avez une question, donnez la définition de la puissance électrique.
On symbolise la puissance par P majuscule. L'unité internationale de la puissance électrique, c'est le watt. Hein, le symbole, c'est W. Bon, toujours, on a l'habitude, lorsqu'on a une unité internationale, donc on aura des multiples et parfois un diviseur, bien plus parfois. C'est le cas ici de la puissance électrique. Donc on peut directement utiliser ce tableau où on a ici l'unité internationale, deux colonnes qui sont vides. Ici on a le kilowatt, deux colonnes vides, le milliwatt. Si vous avez des difficultés pour convertir, bon, ce sont les deux fréquemment unités qui sont utilisables. C'est le kilowatt que vous allez trouver dans plusieurs exercices et le milliwatt parfois. Bien sûr, le watt, c'est l'unité internationale. Mais regardez ici, on a les relations entre les deux. Si vous pouvez utiliser ces relations dans des exercices, vous pouvez les utiliser. Donc, le milliwatt, MW, 1 milliwatt, c'est 0,001 watts, c'est 10 à la puissance moins 3 watts. On a le kilowatt encore, kilowatt. 1 kilowatt, c'est 1000 watts, c'est 10 à la puissance 3 watts. On a encore le mégawatt, c'est plus grand. 1 mégawatt, c'est 1 million, c'est 10 à la puissance 6 watts. Et on a encore le gigawatt, c'est plus grand, c'est 10 à la puissance 9 watts, c'est 9 0. Ce sont des multiples. Les multiples, donc, ce sont les kilowatts, le mégawatt et le gigawatt. Un seul diviseur, c'est le milliwatt. Troisièmement, les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Donc, c'est quoi les caractéristiques nominales? Bon, voilà, c'est une définition pour savoir c'est quoi. Bon, les caractéristiques nominales d'un appareil électrique sont les indications enregistrées sur cet appareil qui doivent être respectées pour éviter son endommagement et les faire fonctionner normalement. C'est-à-dire, on a déjà vu pour les deux lampes L1 et L2. Bon, il y a des valeurs qui sont inscrites. Bon, ces valeurs qui sont inscrites pour L1, c'est 12 volts et 5 watts. Donc, ce sont ce qu'on appelle les caractéristiques nominales de la lampe L1. Pour la lampe L2, on avait deux valeurs, 12 volts et 21 watts. Ces deux valeurs, ce sont les caractéristiques nominales de la lampe L2. Parmi les plus importantes caractéristiques nominales, on trouve ce qu'on a dans le programme, UN, c'est-à-dire la tension nominale. C'est la tension avec laquelle l'appareil fonctionne, mais d'une façon normale. Pour la lampe L1, N est égal à 12 volts. De même pour la lampe L2. On peut avoir encore IN, c'est l'intensité nominale du courant électrique, qui est le courant qui doit traverser l'appareil pour fonctionner normalement. On verra un exemple, je vais vous le donner, où on a IN, c'est l'intensité nominale. Donc c'est une intensité qu'on doit avoir dans un circuit où on a un appareil qui va fonctionner d'une façon normale. Donc si cette valeur qui est déjà inscrite sur cet appareil est respectée, donc il va fonctionner d'une façon normale. Sinon, bon, on aura le fonctionnement qui est anormal. On verra des exemples comme je viens de dire. Pn, c'est la puissance nominale. C'est la puissance consommée en fonctionnement normal. Donc, ce sont des définitions que vous devez apprendre. Si vous avez par exemple la question c'est quoi la puissance nominale, ou bien c'est quoi la tension nominale, ou c'est quoi l'intensité nominale d'un appareil électrique. Exemple, bon, une lampe contient les valeurs 5 watts et 12 volts. Bon, j'ai pris déjà l'exemple de la lampe L1. C'est quoi 5 watts? 5 watts, c'est Pn, la puissance nominale, qui est égale à 5 watts, c'est la puissance nominale.
12 volts, c'est UN. C'est 12 volts, c'est la tension nominale. Mais les deux représentent ce qu'on appelle les caractéristiques nominales. Donc, si vous avez un exemple, il faut donner ces trois valeurs, indication, la puissance nominale, la tension nominale, et mettez une accolade où vous allez mettre, ce sont des caractéristiques nominales. Donc, si on respecte 12 volts, la lampe va fonctionner, va briller d'une façon normale. Si on allume, par exemple, avec 6 volts, la lampe va consommer une puissance moins que 5 watts et la lampe va briller, mais pas d'une façon normale. Hein, elle va être faiblement brillée. Si on ne respecte pas 12 volts, on met par exemple 24 volts, la lampe va être endommagée. On va perdre la lampe parce qu'elle va consommer une puissance qui est plus grande que 5 watts. C'est pourquoi, pour avoir un fonctionnement normal, il faut respecter ces deux valeurs qui sont les caractéristiques nominales, 12 volts, pour avoir 5 watts. Pour le deuxième exemple, un fer à repasser électrique contient les valeurs 1,1 kW et 5 ampères. Donc pour Pn est égal à 1,1 kW, c'est la puissance nominale. Pour In est égal à 5 ampères, c'est l'intensité du courant nominal. Pour les deux, ils vont représenter les caractéristiques nominales. Donc ce sont deux valeurs qui se trouvent affichées sur le fer à repasser. Et ces deux valeurs, il faut les respecter pour avoir un fonctionnement qui est normal du fer à repasser. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques nominales. Et ici, il faut faire la différence lorsqu'on a la tension électrique et la puissance électrique et l'intensité électrique. Vous devez faire attention aux unités. Lorsqu'on a W, c'est la puissance nominale. Lorsqu'on a V, c'est la tension nominale. Et lorsqu'on a A, c'est l'intensité du courant nominal. L'expression de la puissance électrique en courant continu. Donc toujours, on a l'habitude, lorsqu'on veut chercher une expression, il faut mettre une expérience. C'est comme le cas de la leçon de la résistance électrique, ou bien même dans la résistance de poids et masse, on a utilisé des expériences pour avoir une expression, soit pour le poids, soit pour la résistance. Ici, on la verra, pour la puissance électrique. Donc, la question qu'on va essayer de chercher la réponse, c'est quelle est la relation entre la puissance électrique P, d'une lampe par exemple, ou d'un appareil électrique en général. On va prendre la lampe comme exemple, et la tension U entre ces bornes, et l'intensité du courant I qui la traverse. Donc, on a la relation, il faut chercher une relation entre P, U et I. Voilà une activité. On va prendre la lampe L1 toujours, 12 volts 5 watts, dans un circuit. Et pour avoir l'intensité, il faut avoir un ampère-mètre. Pour avoir la tension, il faut avoir un voltmètre. Si vous voyez bien ici, voilà, ici cet appareil, il est lié, mais en série avec la lampe. C'est-à-dire ici, on a un ampère-mètre. Ça, il est lié, on va regarder ici, en parallèle, donc c'est un voltmètre. On aura là, ici 0,41 ampères. On va régler ici pour avoir cette valeur-là. Et ici, on a U est égal à 12 volts. Donc, calculons le produit de 12 volts avec la calculatrice par 0,41. On va trouver que c'est 4,92 watts. Parce que la tension et la multiplication avec l'intensité va vous donner W. Ici, c'est le watt. C'est à peu près la valeur ici indiquée. Expérimentalement, on peut l'accepter. 4,92, c'est égal à peu près à 5 watts. Donc, on peut affirmer que
la puissance consommée par la lampe est égale à puissance nominale affichée sur la lampe. Donc P est égal à 5 watts. C'est-à-dire on peut prendre que P est égal à U multiplié par I. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on cherche. Donc la puissance électrique en courant continu, c'est quoi le courant continu? C'est le courant donné par un générateur qui a deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. C'est clair, donc dans un circuit, on utilise toujours des piles, soit des piles plates ou bien des piles cylindriques. Et dans ce cas-là, on a un courant qui passe, continu, qui passe dans le circuit. Donc la puissance électrique en courant continu est exprimée par la relation suivante. Il faut mentionner qu'ici, on a le courant continu. C'est-à-dire dans l'exercice, on va vous donner soit 6 volts, soit 3,5 volts, soit 12 volts. Ce sont des petites tensions. C'est-à-dire il s'agit d'une tension qui est continue. Parce qu'on ne peut pas avoir un courant électrique si on a, qui est petit, parce que la tension donnée par une pile qui porte par exemple une tension de 4,5 volts ou bien 1,5 volts va donner une petite valeur pour l'intensité du courant électrique. Et on a déjà vu dans l'exemple précédent que l'intensité c'est 0,41 ampères seulement, donnée par 12 volts. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette relation-là, c'est P est égal à U multiplié par I. C'est quoi P? Donc P, c'est la puissance électrique de l'appareil en général en watts. Soit une lampe ou un autre appareil électrique, c'est la puissance électrique donnée par le watt, sans l'intensité et le watt. U, c'est la tension entre les bornes de l'appareil en volts. I, c'est quoi? C'est l'intensité du courant électrique traversant l'appareil en ampères A. Donc, si vous avez une question dans un exercice, donnez l'expression de la puissance électrique. Il fallait seulement donner P est égal à U multiplié par I. Si on vous demande de calculer la puissance, donc vous allez donner l'expression et faire des calculs en prenant U, la valeur de U donnée dans l'exercice, et la valeur de I donnée encore dans l'exercice. Remarque, bon, toujours on a l'habitude de ça, lorsqu'on a trois paramètres, trois grandeurs physiques, on peut construire un triangle. On a ici la division et ici la multiplication. Donc si on veut calculer la puissance P, c'est on efface, on aura P est égal à U fois I. Si on veut calculer U, par exemple, on efface U, on aura U est égal à P divisé par I. Si on veut calculer I, la même chose, on efface, on élimine du triangle, on aura I est égal à P sur U. Donc on a deux autres relations. La première, c'est I est égal à P sur U. Lorsqu'on vous demande de calculer l'intensité du courant électrique dans un exercice, vous devez utiliser cette relation-là. I est égal à la puissance sur la tension. Mais faites attention, tout doit être en unité internationale. Et la puissance en watts, si on a un exercice en kilowatts ou bien milliwatts, il faut la convertir en watts. U, la tension en volts. De même, pour la relation U, c'est P sur I. Donc P et I doivent être en unité internationale. P, la puissance en watts, et I, l'intensité du courant électrique en ampères. Si on vous donne le milliampère, il faut le convertir en ampères. C'est clair? Donc faites attention, toutes les relations doivent avoir les intensités, bien la tension, bien la puissance doivent être en unité internationale. Grand 3, maintenant la puissance électrique, mais en courant alternatif. Donc c'est quoi la différence? On avait déjà le courant continu donné par un générateur qui porte un courant électrique, un pôle positif et un pôle négatif. Ici, non. Les deux pôles sont identiques. C'est comme le cas des prises. Le prise qu'on a dans les maisons, etc. Donc, on peut lier par exemple directement une télévision directement par la prise sans faire attention au pôle parce qu'on n'a pas pôle positif et négatif. On peut lier sans faire attention à ces deux pôles parce qu'il va donner un courant qui s'appelle le courant alternatif. Donc le courant alternatif et le courant continu, ça fait partie du programme du premier et deuxième collège. Donc si vous voulez voir une révision, vous pouvez revenir à la chaîne G2
cours de renforcement, les dernières données, 5 et 4, vous pouvez les voir. Vous aurez l'occasion de voir ce rappel-là. Donc mettez seulement cours de renforcement, vous allez avoir qui concerne l'électricité. Bon, son expression pour certains appareils. Bon, en courant alternatif, on applique uniquement pour les appareils qui dépendent du principe de l'effet thermique. Comme le cas de la lampe. C'est quoi l'effet thermique? C'est-à-dire, la lampe va briller, mais elle va nous donner encore de la chaleur. En même temps, si on approche les mains, on verra que la lampe donne de la chaleur. C'est l'effet thermique. Le fer à repasser, bien sûr, il est utilisable parce qu'il donne de la chaleur. Chauffe-eau électrique, bon, il donne de la chaleur. Le four encore électrique, on a d'autres. Bon, même le réfrigérateur, on peut considérer un réfrigérateur comme un appareil qui se base sur le principe de l'effet thermique, parce que même s'il donne du froid, donc dans la carcasse, on ressent en arrière qu'il y a de la chaleur perdue par le réfrigérateur. Donc l'effet thermique, c'est l'effet de perdre de la chaleur. Vous aurez ça dans les années prochaines, ce qu'on appelle l'effet Joule. Bon, tous les appareils qui perdent de la chaleur par effet Joule, ce sont des appareils qui se basent sur le principe de l'effet thermique. On a des appareils qui donnent seulement de la chaleur, comme le cas du fer à repasser par exemple, ou chauffe-eau électrique, mais d'autres qui ont deux fonctionnements. Par exemple, la lampe, il va briller, mais va perdre de la chaleur. Ce n'est pas totalement perdu, seulement la chaleur. Donc, pour le four électrique, son rôle, c'est de donner la chaleur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on peut appliquer la relation, même relation. P est égal à U multiplié par I. Bon, vous allez me demander, bon, c'est la même relation. Oui, c'est clair. Mais ici, ce qui diffère, c'est U et I. Mais P, toujours, c'est la puissance consommée par l'appareil. C'est la puissance électrique de l'appareil électrique consommé en watts. La différence est ici. La valeur de U, c'est la valeur qu'on appelle la valeur efficace de la tension entre les bornes de l'appareil en volts. En général, c'est pour le courant et la tension alternative, on a deux valeurs. La valeur maximale de tension, U max, qu'on note UM, et la valeur efficace qu'on note UE, ou bien U efficace. Donc, dans certains exercices, ou bien dans certains livres, vous allez trouver ici UE au lieu de U. Bon, je préfère la laisser comme ça parce que pour ne pas avoir des difficultés, quand est-ce que je vais l'utiliser pour le courant continu, quand est-ce que je vais l'utiliser pour le courant alternatif, non. Utilisez seulement cette même relation, seulement lorsque vous aurez un exercice où par exemple on a 220 volts, c'est une valeur efficace. Vous allez la voir même dans l'exercice, notez, par exemple cet appareil-là fonctionne avec une tension dont la valeur efficace est 220 volts. Donc il faut faire attention seulement pour la lecture de l'exercice. Pour I, c'est la valeur encore efficace de l'intensité du courant alternatif traversant l'appareil en ampères A. Donc la même chose ici, c'est IE, mais on note parfois I efficace. Pour U efficace, comme rappel, est égal à U maximal divisé par la racine carrée de 2. Et pour I efficace est égal à I max divisé par la racine carrée de 2. Donc si on ne sait jamais, dans un exercice, on vous donne la tension maximale, vous devez la diviser par la racine carrée de 2 pour avoir la valeur efficace, UE, ou bien U tout simplement. Même chose, si vous avez dans un exercice l'intensité maximale, on peut prendre la valeur efficace en divisant cette valeur-là par la racine carrée de 2. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser directement les valeurs données s'ils étaient maximales dans un exercice. Donc regardez ici, c'est la même relation, P est égal à U. Vous voyez, c'est l'expression de la puissance en courant alternatif. Bon, mais si, regardez ici pour les moteurs électriques par exemple, c'est comme les ventilateurs et les mixeurs électriques à la maison, la puissance P est différente du produit U multiplié par I. C'est-à-dire les appareils qui ont un moteur électrique, on a dans ce cas-là,
la puissance consommée est différente de la puissance du produit U multiplié par I. Donc ça, vous pouvez parfois, comme question piège parfois, hein, si on vous donne un mixeur ou bien un ventilateur, il ne fallait pas utiliser la relation P est égal à U multiplié par I. Si on vous demande de calculer la puissance, vous allez mettre comme réponse, on ne peut pas calculer la puissance parce qu'elle est différente de la relation du produit U multiplié par I. Mais c'est rare que dans des exercices, dans l'examen régional par exemple, vous allez trouver l'appareil électrique en ventilateur ou bien un mixeur. Donc, mais ce qu'il fallait prendre, c'est que lorsque le courant est alternatif et la tension est alternative, il ne faut pas appliquer la relation pour tous les appareils. Il faut appliquer la relation seulement pour les appareils qui ont le principe de l'effet thermique. Ce sont les appareils qui donnent de la chaleur, tout simplement. Les autres qui ont un moteur électrique, il ne faut pas appliquer la relation. Bon, deuxièmement, la puissance électrique consommée par l'appareil de chauffage. Bon, ça, c'est pas comme la lampe, c'est pas comme le réfrigérateur. Ce sont les appareils qui se basent sur directement l'effet thermique, qui donnent de la chaleur, tout simplement. Comme le cas du fer à repasser, par exemple, du four électrique. Dans ce cas-là, on peut avoir une autre expression pour ces appareils de chauffage. Bon, leur but, c'est de donner de la chaleur. Qu'est-ce qu'on a comme différence? Tout simplement, on va d'abord prendre des exemples de certains appareils. C'est ici un chauffe-eau électrique. Le rôle, c'est de donner de la chaleur. Encore ici, on a le four électrique, donne seulement de la chaleur. On a encore ici, on va dire des exemples, chauffage électrique. Le but c'est de donner de la chaleur. On a encore le fer à repasser. Bon, ces appareils donnent seulement de la chaleur. Pourquoi? Parce qu'ils ont ici des résistances. Et vous regardez ici, c'est une résistance pour le chauffage électrique. Ici encore une autre résistance électrique. Donc la résistance, lorsque le courant passe à travers la résistance, il va donner de la chaleur. C'est pourquoi on peut prendre une expérience pour voir la puissance. Ici, regardez, c'est alternatif, c'est le signe de la tension alternative. Ici, va être mesuré par un ampèremètre réglé sur le côté alternatif. Même chose pour le voltmètre qui est lié en parallèle avec le fer à repasser qui a pour valeur nominale 220 volts et 1200 watts. Donc UN est égal à 220 volts. C'est la tension que le générateur doit avoir dans ses bornes pour que le fer à repasser fonctionne d'une façon normale et consomme 1200 watts. Après, bon, on peut utiliser la loi d'Ohm parce que c'est une résistance. On a déjà vu dans la leçon précédente. On considère un appareil de chauffage dont la résistance électrique c'est R. Donc selon la loi d'Ohm, nous avons, qu'est-ce qu'on a? La relation U est égale à R multiplié par I. On va garder que c'est la relation numéro 1. Mais dans cette leçon-là, qu'est-ce qu'on a? On a l'expression de la puissance. Donc cette expression, c'est dans la leçon de la résistance électrique. C'est là, dans cette leçon-là, qui est la puissance électrique. Donc c'est donné P est égal à U fois I. Et c'est l'appareil, c'est le fer à repasser. Donc c'est un appareil de chauffage. On peut utiliser la relation. Bon, pour avoir la relation de P, il faut éliminer U et la remplacer par sa valeur dans la relation 1 qui est égale à R multiplié par I. Donc on va effacer ici U et on va la remplacer par R multiplié par I et on a multiplié par I. C'est-à-dire R multiplié par I mais à la puissance 2 au carré. Donc d'après les deux relations 1 et 2, on peut conclure que P est égal à R multiplié par I multiplié par I. C'est-à-dire que par conséquent, la puissance consommée par un appareil de chauffage de résistance R par de la puissance électrique et P est égal à R multiplié par I au carré.
Bon, c'est une relation qu'on a encore pour la puissance. Mais vous allez me demander, monsieur, quand est-ce qu'on utilisera cette relation? C'est dans le cas, d'abord, dans les exercices où vous aurez seulement des appareils de chauffage. Deuxièmement, on ne va pas vous donner la puissance, on ne va pas vous donner la tension, U. On va vous donner seulement R et I. Donc vous avez deux méthodes. Soit vous allez utiliser d'abord la première relation de la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Donc vous avez R et vous avez I, vous pouvez calculer U. Et vous pouvez utiliser la deuxième expression de la puissance, P est égal à U multiplié par I. Bon, on a déjà utilisé, hein, calculer U, vous allez la remplacer dans l'expression de la puissance qu'on a déjà, P est égal à U multiplié par I. Mais vous pouvez directement mettre comme réponse, puisqu'on a ici cet appareil-là que vous m'avez donné dans l'exercice est un appareil de chauffage, donc je peux utiliser la relation P directement est égal à R multiplié par I au carré. R c'est donné dans l'exercice, I de même, et vous allez appliquer la relation pour trouver la puissance électrique, mais faites attention seulement pour les unités. Ça c'est en ohm, ça c'est en ampère. Faites attention. Si vous avez la résistance en kilo ohm ou bien milliohm, convertissez-la en ohm. Même chose pour l'intensité du courant alternatif. Troisièmement, la puissance électrique consommée dans une installation domestique. Et dans la maison, par exemple. À la maison, on fait fonctionner parfois plusieurs appareils. Un téléviseur, par exemple, un réfrigérateur, 3 lampes. Donc, on a plusieurs appareils qui fonctionnent en même temps. Comment calculer la puissance totale? Donc, la puissance électrique totale, P totale, consommée dans une installation domestique, est égale à la somme des puissances consommées, c'est-à-dire les puissances électriques consommées par tous les appareils fonctionnant en même temps. Donc, c'est clair, je pense. Vous allez seulement faire la somme des puissances consommées à cet instant-là de tous les appareils que vous avez dans l'installation domestique qui fonctionne en même temps. Bon, la relation P total est égale à P1 de l'appareil numéro 1, P2 de l'appareil numéro 2, plus P3 de l'appareil numéro 3, etc. Si vous avez seulement deux appareils qui fonctionnent en même temps, un téléviseur et une lampe, vous avez seulement P total est égal à P1 plus P2. Si vous avez un téléviseur et une lampe et par exemple un réfrigérateur, vous allez mettre P1 plus P2 plus P3. Ça dépend de si j'ai par exemple 5 lampes et un téléviseur et un réfrigérateur. Donc je vais calculer la puissance de 5 lampes, c'est P1, c'est-à-dire la valeur, si j'ai par exemple 100 watts affichés sur la lampe, donc 5 multiplié par 100, 500 watts, plus les autres. Donc vous aurez la puissance totale calculée dans ce cas-là. On a une remarque. Donc parfois on ajoute un appareil électrique, bon on a coupure de la intensité du courant. Pourquoi? Parce que pour éviter toute coupure de courant électrique dans une installation domestique, il faut respecter la loi suivante. C'est quoi cette loi-là? C'est la puissance totale, P totale, qu'on a déjà calculée, qu'on a déjà compris que comment la calculer, doit être inférieure ou égale parfois à la puissance maximale. Donc la puissance maximale, P max, spécifiée, hein, indiquée, donnée, hein, fixée pour l'installation par l'agence de distribution. Donc c'est-à-dire l'agence de distribution du courant électrique, hein, de la tension et de l'eau, hein, elle nous fixe une valeur à ne pas dépasser dans l'installation domestique. On ne peut pas faire fonctionner tous les appareils en même temps. C'est pourquoi, parfois, lorsqu'on ajoute un fer à repasser ou bien quelque chose, bon, on a coupure de l'intensité. On n'a plus d'intensité dans qu'est-ce qu'on met dans ce cas-là. Il faut éviter, il faut éliminer cet appareil. Ou bien, si c'est obligatoire d'utiliser cet appareil, il faut soit éteindre les lampes, soit bon, retirer par exemple
le fil d'un appareil, du prisme, pour pouvoir faire fonctionner cet appareil qu'on doit ajouter. Donc, en général, voilà la condition P total, calculée déjà, doit être inférieure ou égale à P max. Alors, vous allez me demander P total, on sait comment calculer maintenant, mais P max, comment on doit la calculer? On a ici deux méthodes. Soit vous allez trouver dans l'exercice de l'énoncé que pour cet circuit, pour que cette installation, ce circuit, la puissance maximale à ne pas dépasser est égale à 2 kW par exemple, 5 kW. Vous l'aurez la valeur dans l'exercice. Donc il suffit seulement de calculer P total. Vous allez voir combien d'appareils vous avez dans l'exercice. Vous allez calculer P total. Si cette valeur-là trouvée est inférieure ou égale à l'appareil, à la puissance maximale fixée dans l'exercice, vous allez dire qu'on peut faire fonctionner ces appareils en même temps. Parce que P total qu'on a trouvé, qu'on a calculé, est inférieur à P max. Si c'est égal, P total est égal à P max. Sinon, vous allez mettre directement cette relation-là. Voilà la justification. Sinon, on peut calculer P max par la relation suivante. C'est là, bon, P max est égal à U multiplié par I max. Déjà, c'est la même expression de la puissance. P est égal à U fois I. Mais ici max et ici I max. U c'est déjà fixé. On ne peut pas la changer parce que c'est la maison, c'est l'installation domestique par exemple, c'est le bureau, on a toujours la même tension. Donc la puissance maximale, W, U c'est la tension domestique, soit 120 volts ou bien 220 volts, c'est fixé déjà, une des deux, ou bien et I max c'est l'intensité du courant électrique mais maximale. Donc pour qu'on puisse calculer P max, ils vont nous donner U. Faites attention à l'exercice, c'est en 220 volts par exemple. Et on va vous dire, au lieu de donner P max, on va vous donner I max. On va vous dire que l'intensité maximale du courant électrique est égale à, je ne sais pas, 4 ampères, 3 ampères, 1 ampère, 0,5 ampères. Donc vous devez calculer la puissance maximale. Ensuite, la puissance totale et faites la comparaison entre PT et P max. Je pense que c'est clair. Bon, on aura l'occasion de faire des exercices ensemble dans une vidéo prochaine. Je vais essayer de faire des exercices pour comprendre cette relation et comment utiliser la comparaison entre P total et P max. Bon, les appareils électroménagers ne peuvent pas fonctionner en même temps. Ce sont les appareils domestiques comme le réfrigérateur, le fer à repasser, la télévision, etc. Si P total est supérieur à P max. Si on calcule P total, on trouve que c'est supérieur à P fixé dans la maison, P maximal. Donc on va dire qu'on ne peut pas faire fonctionner ces trois appareils que vous avez dans l'exercice, ou quatre, parce qu'on a P total calculé est supérieur à P max. Donc on a deux cas, soit on peut les calculer, soit on peut les faire fonctionner si P total est inférieur ou égal à P max. Si on a P total supérieur strictement à P max, dans ce cas-là, on ne peut pas faire fonctionner ces appareils. Bon, ça, c'est une remarque parfois que vous allez trouver dans certains exercices. C'est ce qu'on appelle le fusible. Comment choisir un fusible dans une installation domestique pour protéger les appareils électroménagers? C'est quoi d'abord un fusible? Bon, essayez de voir les rappels que j'ai donnés déjà au début de l'année, les cours de renforcement. Ça, c'est le fusible. Bon, regardez ici, on a par exemple 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fusibles. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut avoir 10 salles, etc. Bon, parce que chaque fusible va être lié pour une. Par exemple, ce fusible va être lié à la cuisine, un autre, celui-là, bon, va être lié pour le salon, etc.
Pourquoi c'est fusible? C'est pour protéger les appareils. Comment protéger les appareils? Donc il faut choisir un fusible. Bon, celui-là, c'est pas comme celui-là. Si par exemple celui-là est lié à une salle où on a seulement le pouvoir d'utiliser une lampe et par exemple un téléviseur. Ici, le fusible doit être lié à la cuisine. Et dans la cuisine, on peut avoir le four électrique, on peut avoir un réfrigérateur, on peut avoir la télévision, on peut avoir le mixeur, on peut avoir plusieurs. Donc, c'est pas le même. C'est pourquoi vous allez avoir dans l'exercice 4 choix et on va vous demander quel est le fusible, le bon fusible que vous devez utiliser pour ne pas avoir coupure du courant, pour ne pas avoir coupure soit, pour ne pas par exemple avoir l'endommagement des appareils, mais le fusible protège ces appareils. Donc on a le coupure du fusible, hein. Le fusible, on a ici, il va être coupé pour stopper le passage du courant électrique dans la salle, dans les appareils, hein, pour les protéger. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a ici. Le fusible doit être choisi dans une installation domestique pour protéger les appareils c'est-à-dire la méthode que vous devez suivre pour choisir un des fusibles qu'on va vous donner dans l'exercice. Première méthode, il faut d'abord calculer la valeur de l'intensité totale du courant électrique. C'est-à-dire il y a l'intensité qui passe pour tous les appareils. Et puisque I total et pas seulement I, parce que les appareils qui sont installés dans l'installation domestique, ce sont des appareils liés en parallèle. I total est égal à I1 qui passe dans la cuisine, plus I2 qui passe dans le salon, plus I3 qui passe dans une autre chambre, etc. Donc I total, c'est la somme des intensités qu'on a. On peut la calculer en calculant déjà la puissance totale que vous avez, hein, divisé par U, tout simplement. C'est-à-dire, on a déjà le I est égal à P sur U. Maintenant, c'est P total. Donc, on calcule P total avec la méthode que je vous ai déjà montrée. C'est égal à P1 plus P2 plus P3, etc. Et on la divise par la tension qui est déjà fixée, 220 volts ou bien 110 volts. Et on aura I total. Deuxièmement, il faut comparer cette valeur-là, I total, avec la valeur du courant électrique écrit sur le fusible. C'est-à-dire chaque fusible porte une valeur en ampères. 0,1 ampère, 0,2 par exemple ampère, 1 ampère, 2 ampères, 5 ampères. Donc, cette valeur que vous avez déjà calculée, I total, il faut la comparer avec cette valeur-là. Bon, comment on prend le fusible qui est un bon fusible? C'est cette valeur-là doit être légèrement supérieure à I total. C'est-à-dire si je trouve par exemple I total est égal à par exemple 1,8 ampères, donc je dois utiliser 2 ampères. C'est clair, même si j'ai 3 ampères, 5 ampères, non, ils sont plus grands que la valeur trouvée, 1,8 ampères, mais ce sont des fusibles qui sont plus grandes. Il faut prendre la plus grande, mais juste, hein, légèrement plus supérieure à I total. Si j'ai trouvé par exemple 2,4 ampères, et j'ai le choix entre un fusible où il y a 3 ampères, 5 ampères, 10 ampères et 2 ampères. Donc 2 ampères, bon, on ne peut pas l'utiliser. 5 ampères est proche, c'est très bien. Si j'ai par exemple la valeur 2,5 et j'ai 3 ampères, c'est mieux. Si j'ai 10 ampères, c'est bon, mais si j'ai 3 ampères, bien seulement 5 ampères, je peux utiliser 5 ampères. Mais c'est ça le truc que vous devez faire attention dans l'exercice. Donc, bref, en conclusion pour le fusible, l'utilisation du fusible, vous allez avoir des choix dans un exercice entre 3 ou 4, ça dépend de l'exercice fusible. Un, on va vous donner par exemple une valeur, l'autre une deuxième valeur plus grande, et ainsi de suite. Et on va vous demander d'utiliser le fusible, le bon fusible pour protéger ces appareils. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord calculer I total avec la relation P total sur U. P total, calculé déjà dans l'exercice. Et vous allez la faire comparer avec la valeur, les 3 valeurs. Bon, la meilleure valeur, c'est la valeur qui est plus grande un petit peu, hein,